Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vite Vidéaste. Un épisode un peu particulier puisque pour cet épisode, on va être sur une nouvelle série, une sorte de variante, une sorte de spin-off du podcast Vite Vidéaste qui est donc le podcast dédié aux vidéastes francophones. Mais cet épisode, il est en partenariat avec Wedding Film Club, qui est donc la plateforme qui aide les vidéastes à se développer et à évoluer dans l'industrie du mariage. Et donc pour inaugurer cette série, l'idée ça va être d'accueillir des vidéastes francophones talentueux spécialisés dans le mariage. L'ADN ne change pas. Et donc pour ce premier épisode, j'accueille Emmanuel Amou. Salut Emmanuel, comment tu vas ? Enchanté. Bon écoute, je suis très content de t'accueillir parce qu'effectivement on se connaît un petit peu, on s'est croisés plusieurs fois et voilà, tu es un vidéaste dont j'apprécie beaucoup le travail, dont j'admire le travail, donc ça me faisait plaisir de t'accueillir pour un peu inaugurer voilà ce spin-off du podcast Vite Vidéaste, donc avec Wedding Film Club, où vraiment on se spécialise autour des vidéastes de mariage. Donc voilà, l'idée ça va être de discuter un peu de ton activité en tant que vidéaste de mariage, de ton parcours, etc. Donc on va commencer tout de suite avec une première question, celle que je pose toujours en introduction du podcast. Est-ce que en quelques mots tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ça va être difficile. En quelques mots, vidéaste de mariage, dans un style assez éditorial, très fashion, très mode et authentique. Et le dernier mot, je vais pas essayer de le montrer, émotionnel. Voilà. Parfait. On y reviendra un peu plus tard effectivement sur ton approche, cette vision très moderne que tu as du mariage et qui effectivement aussi évolue de plus en plus. C'est vrai que de plus en plus on voit des vidéastes émerger avec une approche qui est différente de ce qu'on peut avoir en tête quand on parle de vidéos de mariage, mais on y reviendra effectivement un peu plus tard. Parfait, écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ta passion aussi pour la vidéo, comment ça t'est venu d'en arriver à être vidéaste de mariage. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton parcours et de ta passion pour la vidéo ? Allez, avec grand plaisir. Alors, moi, ça a commencé... Alors, à la base, je ne devais pas forcément être vidéaste. Donc, c'est un peu le destin qui a décidé pour moi. Je sais que depuis petit, j'aimais toujours prendre des images, donc que ce soit photo ou vidéo. Donc, ça a surtout émergé à partir de la période où il y a eu Snapchat. Donc, je me rendais compte que sur Snapchat, au final, je filmais beaucoup. Pour les anciens sauront qu'avant sur Snapchat, vous aviez un petit compteur. Donc, tu sais, tu avais les secondes au niveau des vidéos, des stories. Et moi, toujours parmi mes amis, j'étais toujours celui qui en avait le plus et je faisais c'est limite, tu avais un court-métrage, tu vois. Donc, je sais que les premières bases sont arrivées à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé à me lancer principalement dans tout ce qui est un peu photo et vidéo, principalement quand j'ai commencé mes études. Donc, à la base, je devais faire des études de sport. Donc, j'ai commencé par STAPS. Donc, la finalité de mon diplôme, ce que je devais avoir, c'était pour être préparateur des équipes de France, donc au niveau du basket. Donc, j'ai fait du basket pendant plus de 15 ans, à haut niveau quand j'étais jeune. Donc, tout naturellement, je m'orientais plutôt dans cette branche-là. Sauf qu'en parallèle, j'ai eu un cours en fait, dans mon cursus, durant mes trois premières années, qui était dédié à l'expression de soi. Donc à l'expression de soi, tout le monde avait des thèmes différents. Certaines personnes avaient la danse, certaines personnes avaient, de la peinture, d'autres choses comme ça. Et moi, dans mon cas, j'ai eu la partie vidéo, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai commencé à toucher un vrai appareil. Donc avec le corps principal, plus l'objectif et autres. Et du coup, c'est devenu une passion. Donc, j'ai commencé par là, le projet d'école, nickel. Et quelques mois après, je me suis acheté mon premier boîtier. Donc assez paradoxalement, j'aimais la vidéo, mais je me suis dit, je vais faire de la photo parce que j'avais un ami à moi qui était déjà vidéaste. Je me suis dit, ça nous sert concurrent, ça sert à rien, je peux pas y faire, on va se manger, on va se mettre les pieds dessus. Alors qu'au final, pas du tout, mais j'ai pensé comme ça, donc je me suis plutôt orienté photo. J'ai fait pas mal de photos et j'aime la photo, ce qui fait que du coup, la photo, je la garde vraiment en partie passion.
de temps en temps quelques prestations photos, mais c'est très rare. Et du coup, j'ai eu un déclic purement vidéo. Et donc du coup, là maintenant, ça fait 6 ans. Ah non, ça fait 7 ans. Maintenant, cette année, ça fait 7 ans que je fais de la vidéo, que du moins j'ai commencé. Et puis mes débuts, simplement, mes débuts ont commencé dans la partie mode. Donc c'est pour ça aussi j'ai un côté, j'ai une identité, une ADN assez mode, enfin assez fashion, mode, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, dans mes premières prestations, simplement en fait, j'ai aidé des créateurs, des jeunes créateurs qui créent leur marque de textile ou autre à avoir du visuel. Donc j'étais amené à filmer leurs produits. J'étais amené à travailler avec des modèles ou de temps en temps des mannequins, essayer de les mettre en avant et autres. Donc en fait, c'était de petits clients vers petits clients qui ont fait que au fur et à mesure, mes prestations ont évolué au point que je me suis professionnalisé. Donc du coup, voilà, j'ai ouvert mon statut et autres. Et pour en revenir à tout ça, en fait, j'ai un ami d'enfance à moi qui est directeur artistique. Donc du coup, lui aussi, il avait monté un projet totalement à côté, enfin vraiment rien à voir, uniquement basé vraiment sur la partie mode. Donc lui, il a une vraie identité, un vrai ADN au niveau de la mode. Du coup, comme il avait vraiment une très grosse direction artistique à ce niveau-là. Et en fait, tout simplement, tout naturellement, il avait des besoins en vidéo. Donc il avait déjà ce qu'il fallait en photo. Donc du coup, au final, j'étais un peu lésé parce que c'est mon ami, j'aimais ce qu'il faisait. Et je voulais faire la photo, mais je n'étais pas assez bon, entre guillemets. Je lui ai dit, mais par contre, si tu veux la vidéo, je peux t'aider si tu as besoin et autres. Et donc du coup, je saisi l'opportunité. On a commencé un premier projet. Pareil, c'est monté crescendo. Jusqu'à organiser des gros défilés de mode donc sur Lyon. Au total, on en a créé, en collaboration, on en a fait 3. Donc, notamment dans un lieu emblématique qui s'appelle le Grand Hôtel Dieu. Donc, c'est à Lyon pour ceux qui connaissent. Un très gros défilé, il y avait plus de 50 modèles, des créateurs et autres, vraiment avec une direction artistique ultra poussée. Et non, je suis vraiment parti d'un petit projet. Je crée ma marque et j'ai besoin de quelques vidéos jusqu'à carrément créer des défis de mode et autres. C'était top. Donc voilà pour la petite intro, mon évolution avant la sphère mariage, donc très mode. Et puis après, ça va faire la transition justement sur ça. Super. Et juste pour recontextualiser, donc ça, on est en quelle année à peu près où tu commences vraiment à te professionnaliser, faire aussi les premiers défilés de mode en vidéo, c'est en quelle année ça à peu près ? Alors si je te dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, c'était en 2019. Donc 2019 j'ai commencé. 2019 j'ai commencé et les premiers défilés, je pense que c'était 2020. Non, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était 2020. C'était 2020. Okay. On les a enchaînés à peu près tous les 6 mois. Donc ça s'est étalé jusqu'en 2022. Ouais, c'est à peu près ça. Donc en termes de timing, de 2020 à 2022. Et puis après, j'ai arrêté et puis je me suis concentré à 100% sur la sphère mariage. Ok. Ouais, donc ça va faire la transition vers justement tes débuts dans le mariage, ce qui nous intéresse aussi dans le podcast, pouvoir parler de cette partie-là. Donc pour résumer, effectivement, donc tu démarres il y a quelques années dans la vidéo. Tu es tout de suite un peu dans ce monde un peu lié à la mode, qui est finalement j'imagine un domaine qui te permet aussi d'améliorer ta créativité, ta direction artistique, et justement que tu vas mettre à profit justement par la suite dans le mariage. Donc est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de cette transition que tu fais dans le mariage ? Déjà, comment ça se passe ? Comment tu découvres cet univers-là ? Comment tu t'y introduis ? Parce que c'est un domaine de vidéo qui est particulier aussi. Donc comment ça s'est passé pour toi, tes débuts dans le mariage ? Et mes transitions dans le milieu du mariage, en soi, ça a été ultra naturel parce que quand je me suis lancé en tant que vidéaste, à la base, je voulais pas forcément faire que de la mode. Bon, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Mais comme je savais pas trop ce que je souhaitais faire, en fait, j'ai essayé de me former. Donc, je me suis formé sur la plateforme Ampara et en fait, j'ai suivi la formation de Jérémy Zokwarki.
Donc, D'accord. je ne sais pas si ça te parle. En fait, suite à sa formation, il faisait de la vidéo de mariage. Et en fait, j'ai eu le déclic en regardant ses premières vidéos. Je dis, mais on a le droit de faire ça en vidéo de mariage. Je dis, ok. C'était pas la vidéo de mariage basique, conventionnelle, où le film dure 45 minutes, 1 heure, où au moment où tu t'ennuies, et c'était tout plat. Non, on était vraiment sur quelque chose hyper dynamique, hyper punchy, avec, avec un vrai parti pris créatif et dans le mood et dans l'énergie. Et en voyant tout ça, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux pouvoir créer des films où je décide ce que j'ai envie de mettre, où j'ai un vrai parti pris artistique, et je fais ressortir les émotions et autres. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire à 200%. Mais en parallèle, j'avais quand même cette attirance aussi pour la mode. Donc c'est ce qui m'a nourri, c'est ce qui m'a construit. Ouais. Et donc du coup, forcément, maintenant, quand je fais une vidéo de mariage, j'ai la possibilité au final de faire ce que je veux, artistiquement parlant, en termes de choix. Donc ça, c'est nickel. Et j'ai forcément cette structure que j'ai eue au niveau de la mode, qui est du coup, presque instinctivement, j'ai envie d'avoir une petite touche mode, donc un petit côté décalé ou un parti pris volontaire qui est qui est assumé. Et donc du coup, naturellement, j'arrive à mêler un petit peu les deux et à structurer mes pensées, mes images et autres. Trop cool. De toute façon, on mettra sûrement peut-être en illustration du podcast peut-être des extraits de tes films de mariage, ou on mettra en description du podcast voilà, des films pour que les gens puissent aller voir aussi ton travail et effectivement ce qui fait un peu ta patte artistique, ta caractéristique, parce que c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite tes films dans la dynamique de montage, etc., mais on y reviendra plus tard. Donc ouais, c'est intéressant par rapport effectivement au fait que c'est vraiment déjà de ce que je comprends, c'est la partie autodidacte, donc le fait que tu te sois formé tout seul via effectivement la plateforme Ampara. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme en ligne qui permet d'accéder à plein de cours auprès d'intervenants divers et variés, qui est vraiment sur la photo de manière générale, un peu également sur la vidéo, mais qui a une empreinte aussi très, très mariage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques liées au mariage, et c'est vrai que c'est une plateforme qui a évolué rapidement et qui a permis à beaucoup de personnes de se former dans les métiers du mariage par rapport à ça. Donc toi, effectivement, c'est la... Et dis-toi, la petite anecdote aussi qui fait sourire et qui fait plaisir en même temps, c'est que toujours avec la même plateforme Ampara, j'ai eu l'occasion de collaborer avec eux il y a un an et demi. Ok, ça c'est cool. Il y a un an et demi, où au final c'était pareil pour un éditorial, donc pour un photographe qui s'appelle Christophe Serrano. Et puis pareil, ils avaient besoin de vidéos, et puis j'ai intervenu où je leur ai fait quelques images. Donc je dis, c'est cool, la plateforme auquel tu t'es lancé dedans, tu t'es formé, au final tu travailles indirectement pour ou avec eux. Tu te dis, c'est cool. Tu te dis, c'est marrant. Tu vois l'évolution. Il y a une petite évolution, ça s'est fait à peu près 2-3 ans. Mais tu te dis, c'est cool, c'est sympa, c'est marrant. Ouais, c'est chouette. C'est marrant. Ouais, donc effectivement, je pense que le fait d'avoir regardé cette formation pour toi, ça a été un déclic que moi aussi, à titre personnel, j'ai eu quand j'ai démarré dans le mariage, parce que je pense que indirectement, quand on n'est pas forcément dans le secteur du mariage, on peut avoir cette image qui est un peu désuète, qu'effectivement les films de mariage, ça peut être un peu plan-plan, un peu ringard sur les bords. Oui, mais effectivement, depuis plusieurs années, il y a une nouvelle vague de photographes et de vidéastes qui arrivent et qui dépoussièrent un peu tout ça avec des films de mariage qui peuvent être beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus puissants dans leur approche. Et je sais que pour ça, la masterclass de Jérémy et Béatrice de The Quirky a été assez importante pour pas mal de personnes. Donc trop bien. Et donc à partir de là, tu regardes cette formation, tu as envie de te lancer dans le mariage, mais du coup, comment tu fonctionnes ? Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu n'as rien à montrer de film de mariage, tu n'as peut-être pas aussi des contacts, donc... c'est quoi la stratégie que tu as pu mettre en place pour partir de zéro à ton premier mariage ?
Alors c'est vrai que le processus il a été assez long parce qu'au final j'avais rien, j'avais même pas le boîtier, enfin j'avais rien. Donc Ouais. il y a eu un gros travail en amont pour avoir le matos, donc je travaillais à côté. Et ma stratégie, j'ai commencé simplement avec des shootings. Ok, J'en ai ouais, tout de suite. fait. Ok. Alors je faisais déjà pas mal de mode. Et en fait, il y a l'une des photographes qui était avec nous pendant les défilés et autres, qui elle au final faisait un peu de photos de mariage et elle avait organisé alors au final elle a organisé un shooting inspi et je me suis dit let's go bingo, j'ai fait en sorte de pouvoir y participer. Donc en fait ouais, j'ai commencé par un premier shooting inspi. C'était dans un style assez moody, c'était à la campagne, c'était à la montagne, pardon. C'était en Haute-Savoie et c'était non, c'était mon premier shoot. Je me suis mis une pression énorme parce que du coup, premier shooting, je voyais les vidéos, Bah ouais, je ouais. voyais les vidéos de Jérémy, je me suis dit, faut que j'ai le même niveau, faut que ce soit pareil et autres. Donc du coup, tu te mets la pression, tu es comme ça, tu te conditionnes, tu vois les images, tu regardes en boucle. Dis-toi, pour te donner un ordre à quel point j'étais, je ne vais pas dire psychopathe, mais il fallait que ce soit nickel et que je réussisse. J'avais pris simplement la vidéo de la formation de Jérémy et je me suis mis, j'ai fait une capture d'écran tableau par tableau. Je me suis dit, il me faut ça, ça, Hmm. ça, ça, ça. Il me faut rien que je rate exactement. Alors, j'ai pas fait un copier-coller, tu vois, mais en soi, il y avait une ADN qui était très similaire. Je me suis mis une pression de malade pour que ça fonctionne. Au final, la vidéo est sympa. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, elle est pas, elle n'est pas datée dans le temps, donc ça va. Donc j'estime Ouais. que ça va. Et donc du coup, j'étais content, j'étais satisfait. Et c'est ce qui m'a permis au final d'enclencher avec deux autres shootings inspiration. Donc Ok. enfin, j'avais ma première matière, je pouvais montrer de quoi j'étais capable. Euh, et donc du coup, j'avais cette base-là. Et puis après, ça a été un gros combat pour signer mon tout premier mariage. Je m'en souviendrai toujours encore. Et puis après, à partir de là, ça s'est déroulé progressivement. Trop bien. Et juste pour les gens qui nous écoutent, qui découvrent aussi peut-être cet univers, est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est un shooting d'inspiration? Parce que c'est vrai que c'est pas un vrai mariage, un shooting C'est ça. d'inspiration. Donc Est-ce que tu peux, ouais. un shooting inspiration, en fait, c'est les mêmes conditions qu'un mariage, sauf que tout est faux. Donc ça veut dire qu'on réunit, C'est ça. non, ça veut dire qu'on réunit une équipe. Donc toute l'équipe qui aura pour un vrai mariage, ça va être exactement plus ou moins les mêmes prestataires. Et en fait, on va faire des images contextuelles et autres pour se donner une ordre d'idée, du moins, surtout une inspiration au final, tout est dit dans le mot, une inspiration de ce que pourrait être un vrai mariage. Donc on va avoir Hmm. des vrais mariés, on va avoir un vrai travail de make-up, le photographe, pareil. Il peut arriver parfois qu'on ait même le traiteur et autres. Donc vraiment, on se met dans les mêmes conditions qu'un mariage. Et le but, c'est de sortir un maximum de belles images dans les mêmes conditions qui puissent potentiellement inspirer les futurs mariés, qui puissent se dire, ah mais finalement dans mon mariage je peux avoir ça, ah mais finalement on peut avoir ci, on peut avoir ça. Et c'est sûr que si on n'a pas les images, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc du coup, d'où est l'intérêt des shootings inspi. Et ça nous permet aussi d'avoir une communication là-dessus. Ça permet de Ouais. montrer ce qu'on aime déjà et de quoi on est capable. Parce qu'en fait, selon les mariages, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour explorer tout notre potentiel créatif. Et généralement, c'est uniquement lorsqu'on est dans le cadre d'un shooting où on peut se laisser plus de marge, plus de possibilités pour tester certaines choses ou du moins, oui, voilà, tout simplement tester certaines choses et montrer notre plein potentiel. Parce qu'en mariage, comme des fois ça va assez vite et autres, on est un peu limité dans notre capacité à montrer de ce qu'on peut Ouais. faire. Donc voilà. Trop cool. Hyper clair. Non, mais ouais, bah c'est top que tu aies pu commencer par des shootings d'inspiration parce que c'est vrai que quand on débute, quand on n'a pas de choses à montrer, finalement, les gens avec qui on va faire équipe sur le shooting, ils nous connaissent pas. Ouais. C'est pas simple d'avoir la confiance, tu vois, pour participer. Donc c'est cool que toi, tu aies pu effectivement participer à des shootings d'inspiration dès le départ. Et forcément, ouais, c'est ce qui t'a permis, j'imagine, d'avoir des premières images un peu dans l'univers du mariage à montrer pour ensuite effectivement avoir ton premier mariage. Donc juste ouais, rapidement pour l'anecdote, donc toi, ce premier mariage, tu l'as obtenu. Ouais, comment ça s'est passé? Puisque c'était Alors, du bouche à oreille. alors moi, là où c'était difficile, c'est que mon premier mariage, c'était en pleine période de Covid.
Donc Ouais. 2019 où tout a été striké. Donc pour l'anecdote, pourquoi il était très difficile à obtenir mon tout premier mariage. Donc l'une de mes stratégies pour potentiellement avoir mon premier mariage, ça a été d'être second shooter pour un autre vidéaste qui était déjà positionné dans la sphère mariage et autres. Ça a Ok, été super. très difficile parce que simplement en fait j'étais sur un groupe Facebook où en fait les vidéastes proposaient des dates lorsqu'ils avaient des doublons. Donc ça te permettait de potentiellement avoir booker un vrai mariage parce que la personne était déjà bookée sur sa date ou autre. Donc en fait moi sur ce groupe Facebook en fait à chaque fois je mettais je suis disponible, je peux faire ci, je peux faire ça et j'ai dû envoyer à peu près, alors je ne vais pas abuser sur les chiffres, je vais donner les chiffres où je suis sûr, j'ai envoyé au moins 100 demandes. Sur les 100, je crois que c'était zéro. Ah ouais. C'était niette. T'é- Euh, T'étais déter. ah ouais, mais j'envoyais, mais tu sais, surtout quand le truc, c'est qu'au début, en plus, tu mets de l'émotionnel, tu vois. Ce qui fait que t'envoies, donc potentiellement les vidéastes te recommandent ou pas aux mariés. Donc au final, tu ne savais pas si te recommander ou pas. Et quand tu avais on va dire sur 100, j'en envoyais 100, je devais avoir peut-être 30 mariés qui me recontactaient. Donc déjà, tu vois que le ratio il diminue. Et sur ces Ouais. mariés-là, que tu leur envoies un mail, du coup tu leur réponds et autres, tu leur envoies ce que tu fais, soit ils répondent pas, soit ils répondent ouais, mais non, finalement, si et ça. Et tu es là, tu comprends pas, tu te dis attends, j'ai fait un super shoot, j'en avais trois au compteur, je sais faire les images, j'aime ce que je fais et autres. En plus, à l'époque, j'étais pas très cher et tout, donc tu sais, au tout début, tu mets des prix ultra attractifs Mm. qui passent normalement sans problème, et non, et du coup, tu es face à un mur et tu envoies les demandes. Et en fait, ça dure comme ça pendant presque un an, quasiment. Ouais, ok. Bon, dis-moi, après que j'ai déjà fait tous ces shoots, tous ces shoots, et là, du coup, tu te remets en question, tu comprends pas pourquoi. Et au final, ça a matché sur le tout premier. Ça a été avec une photographe, elle s'appelle Claire Rios. Et en fait, j'essaie de me rappeler comment est-ce qu'elle m'a contacté. Faut que je te dise pas de bêtises. Ah oui, voilà. Donc, c'était aussi dans un autre groupe Facebook de doublons pour photographes. Et, Ok. euh, et en fait, elle avait simplement mis le message recherche un vidéaste pour une date. Donc, simplement, comme d'habitude, hein, le même processus. Je dis écoute, je suis disponible. Voici mon Et cette fois, site. c'est Voilà cette ce fois, c'est que... passé. Et en fait, cette fois, c'est passé. Elle m'a recommandé au niveau des mariés. Et en fait, l'effet boule de neige, pourquoi c'est passé? Parce que du coup, les mariés, on a un petit peu échangé. Donc, au final, ça accrochait plus ou moins. Donc, c'était plutôt cool. Et la même période, en fait, je dois avoir un séminaire sur Paris. Donc, un séminaire business, donc qui n'avait rien à voir avec la sphère mariage. Mais comme je n'étais pas de Paris, il me fallait un Airbnb où loger. Et en fait, ces mariés-là, finalement, proposaient une chambre Airbnb. Donc, effet boule de neige, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je vais à ma conférence, les mariés vont pouvoir me voir. En plus, on fait du Airbnb, donc ils vont pouvoir me loger. Je vais avoir le temps de discuter avec eux et ils pourront se décider et autres. Donc au final, ça s'est fait comme ça. Donc je suis monté sur Paris et la même année, comme je le disais, année Covid, mon séminaire a été annulé. J'avais quand même booké sur Paris. Je me suis dit, bon, let's go, on y va quand même. Donc je n'avais pas mon séminaire, mais donc du coup, j'ai profité pour les voir, les rencontrer. Et ça a accroché, ça a matché. Directement, le lendemain, on a fait un shooting express avec la photographe et j'ai rencontré tous leurs copains, tous leurs amis enfin, oui, c'est ça, tous leurs amis pour le jour J. Et super feeling et autres. Et donc, du coup, c'était booké, c'était signé. Donc, Trop bien. mon tout premier mariage, enfin signé, enfin booké. Sauf que, du coup, c'était forcément pour l'année d'après. Donc, Ouais. de mémoire, on avait booké en mars-avril, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'était que l'année d'après, donc, que j'avais mon premier mariage. Et puis la même année aussi, entre-temps. Euh, donc, cette même année-là, j'ai comme eu du coup, un seul mariage. En Euh, 2021, du coup? C'était prévu pour au... 2021? Lequel? Celui que... Le premier qui oh, était prévu un an après, c'était du coup ouais, c'est ça. pour 2021? C'est ça, Ok. exactement. Et puis, la même année Covid, en fait, au final, j'ai quand même réussi à en avoir un. Donc, pareil, c'est grâce à un autre vidéaste qui s'appelle Leonardo Villigier. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Qui, lui, plutôt de la Haute-Savoie, plutôt côté Ouais. Suisse, Lausanne et autres.
Et en fait, pareil, pendant cette même année Covid, en fait, il cherchait potentiellement un second cadreur pour l'aider dans ses productions corpo et autres. Et donc, du coup, bah, je m'étais manifesté. Alors, ça, c'était pas sur un groupe de mariage, c'était pas sur un groupe de vidéastes mariage, mais plutôt sur un groupe de vidéastes généralistes. De mémoire, ça s'appelle Les Repères des Filmmakers, quelque chose comme ça, Ok. si je me trompe pas. Donc je lui ai envoyé un message, j'étais disponible et du coup on s'était rencontrés dans un café et autres, on avait discuté. On devait potentiellement collaborer ensemble, mais bon, le Covid est passé par là et puis voilà, tout simplement le Covid est passé par là. Mais du coup il m'a quand même recommandé pour un couple de mariés en fait il m'appelle un soir à 22h. Ouais, il m'appelle un soir à 22h, il me dit est-ce que tu es dispo telle date? Je lui dis oui, il me dit bah, je te donne le numéro des mariés, ils veulent se marier, boucler tout de suite, ils n'ont pas le temps, dépêche-toi. Donc je me suis dit, ouais, mais putain, il est 22h, on ne boucle pas comme ça, tu vois. Et pareil, tu vois, toujours avec cette même approche où je me prenais tout le temps des strikes au niveau des mariés qui poursuivaient pas. Donc je n'osais pas, je me dis, bon, bah allez, j'appelle quand même à 22h, j'appelle, oui, bonjour, voilà, je m'appelle Emmanuel Mouche, je suis vidéaste. J'ai eu votre contact de Léo, je cherchais un vidéaste et autres, donc du coup, je fais un petit speech très rapide. Il me dit, bon, bah ok, envoyez-nous votre brochure par mail, tout ça. Donc j'envoie le nécessaire, donc j'ai pas eu les réponses tout de suite, je l'ai eu au bout de 3-4 jours. Mais en fait, ce qui a été marrant et très paradoxal, c'est que dans le même groupe en question où je bataillais pour avoir mes doublons et mes premiers mariages, il y a eu un vidéaste qui a mis bonjour doublon pour la même date, donc c'était le 24 septembre ouais, c'était un 24 septembre, pour cette fameuse date. Et tu vois, du coup, il met le post. Et en fait, tu vois, par commentaire, ils écrivaient si c'était disponible ou pas avec leur site et autres. Et tu vois qu'il y avait peut-être 13 vidéastes. Ouais. Tu vois. Je me suis dit, c'est-à-dire que les mariés, ils ont contacté plein de vidéastes. Hmm. Ce petit bonheur à la chance, s'il me book. Et puis au final, bah, j'ai été booké. Donc, T'as été l'heureux élu. c'est ça, comme on dit, Trop cool. j'ai coupé l'herbe sur le pied à tout le monde et j'ai booké. Et à partir de ce moment-là, c'est parti, ça a décollé. Ouais, c'est à partir de là que tu as vraiment pu avoir des premières images de C'est mariage ça, à montrer et qu'après ça a été l'effet boule de exactement. neige. Et comme c'était pareil, bah, ce premier gros mariage, bah, pareil, une pression de malade. Fallait que tout soit nickel, tout soit parfait. Je regardais tous les vidéastes dont j'appréciais leur travail et j'essayais de m'inspirer. J'ai décortiqué toutes leurs vidéos de A à Z. Telle image, il me faut ci, il me faut ça, il faut que je pense à ci et ça. Pareil au niveau de la technique, fallait pas se louper. Et en plus, ce jour-là, j'ai eu des galères techniques, laisse tomber. Donc je me suis vraiment donné les moyens, mais au final, je suis content du rendu parce qu'au final, c'est ce qui m'a permis de me lancer, me propulser et faire des choses assez sympas. Et ce qui fait aussi plus ou moins mon identité actuelle. C'est vraiment ce Ouais. premier mariage au final qui a posé les fondations, qui a posé les bases et c'est parti. Ouais, trop cool. Bah, ce qui est chouette, moi je retiens deux choses de ce que tu as dit, c'est à la fois ta persévérance, parce que c'est vrai que tu as su effectivement, tu vois, persévérer malgré, tu vois, tous les refus que tu as pu avoir au début. Donc ça, effectivement, c'est important, je pense, de retenir ça. Bah, effectivement, forcément, au début, ça va être compliqué, voilà, si, en s'adressant aux personnes qui écoutent et qui regardent. Mais effectivement, bah voilà, si vous persévérez, forcément, ça va payer à un moment donné. Ah, bah, c'est Et sûr. après, c'est le second constat, c'est que ouais, c'est cool de voir aussi qu'en fait, dans le mariage, ça peut aller vite Mm. au niveau de l'évolution. Parce que toi, au final, ouais, finalement, ton premier mariage, tu l'as fait en 2021, donc c'était il y a 3 ans, donc c'est quand même, ça reste assez récent. Ouais, Et ouais. effectivement, bah, quand on voit l'évolution que tu as eue depuis et les mariages que tu peux faire aujourd'hui, bah, c'est cool de voir qu'effectivement, c'est un domaine aussi où ça peut aller hyper vite parce qu'il y a aussi, il y a aussi de la place quand on est vidéaste. C'est vrai que voilà, par rapport à la demande aujourd'hui pour les vidéos de mariage, bah voilà, il y a de la place. Donc forcément, quand tu te lances à plein temps dedans, tu peux vite évoluer si ton travail il est bien. Donc C'est sûr. ouais, trop cool. Et surtout que moi, tu vois, j'avais cette pression-là, je me disais, il y a plein d'autres vidéastes qui sont meilleurs que moi, qui sont là positionnés depuis un moment. Mais simplement, on m'a toujours dit, il y aura toujours de la place si tu es bon. Donc c'est pour ça que je me Ouais, mettais vraiment une ouais, bien sûr. pression, faut que tu sois bon, faut que tu Mm. réussisses et autres. Et c'est ce qui, bah, au final, ça s'est enchaîné, hein. J'ai essayé de persévérer puis on en est là maintenant. À faire des mariages qui sont sympas. Donc, je
Ouais, bah on va en revenir juste après, justement, sur... là, on a parlé un peu de tes débuts dans le mariage, donc comment ça s'est passé. Et après, justement, quel a été aussi le déclic pour toi entre faire tes premiers mariages à, effectivement, aujourd'hui, faire des mariages dans des super lieux, principalement sur la Côte d'Azur, même un peu partout en France, avec des super prestataires. C'est quoi vraiment, toi, le process, un peu, les grandes étapes qui t'ont fait arriver où tu en es aujourd'hui? Alors, les grandes étapes, ça a été principalement par rapport au mariage qui m'inspirait, des vidéastes que je regardais à l'époque qui m'inspiraient. Je savais que principalement, tous ces lieux et autres, c'était principalement dans le sud. Donc, moi, j'ai fait un focus à fond dans le sud, essayer de me développer dans le coin. Parce que moi, à la base, je suis du côté de Lyon. Donc, c'est vraiment tout récent que je vis dans le sud. Ça fait moins de 2 ans maintenant, enfin quasiment 2 ans. Euh, mais donc du coup mon focus ça a été le soleil et autres. Et donc du coup mes premiers shootings on me les a proposés au final dans la région. C'est ce qui m'a permis du coup me développer, commencer à me faire un petit réseau avec des prestataires qui étaient dans le sud. Donc le premier il a été plutôt du côté que je sais pas de bêtises, c'est le domaine Les Sauvages, c'est du côté ouest. Attends, je sais pas de bêtises. Je pourrais pas t'aider. C'était alors, c'était pas au niveau de Nîmes. Non, c'était encore plus bas. Ah, tu sais, il y a en Camargue, voilà, désolé. Ok. Voilà, donc c'était directement en Camargue. Ça a été mon premier shooting, un peu Provence, la mer, le soleil, enfin tout ce que tu veux. Même si c'est pas trop ça la Camargue, mais à peu près, tu vois, on se rapprochait. Et puis ouais, en fait, j'ai fait pas mal de shoots là-bas. Et puis pareil, au final, hein, au final aussi, comme au final je bossais avec pas mal de photographes, enfin je bossais, comme on faisait pas mal de shooting, je faisais pas mal de shooting avec eux, au final eux me recommandaient à leur mariée. Et, Bien sûr. comme eux étaient principalement dans le sud, hein, donc Provence, Alpes-Côte d'Azur et autres, ce qui a fait que au final j'ai fait mes premiers mariages grâce à eux dans le coin et qu'au final 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final tu te positionnes plus ou moins sur la partie sud. Et comme à la base j'étais de Lyon, je faisais que des allers-retours à chaque fois pendant quasiment 3 ans. Ouais. Je faisais un bon zigzag juste pour ça. Ouais. Ok. Mais donc finalement, c'est vraiment... toi, c'est vraiment les shootings d'inspiration qui t'ont un peu permis de te propulser. Ouais. Exact. Parce que ça, c'est quelque chose dont les gens sont pas tous conscients, mais c'est vrai que les shootings d'inspiration, ça reste un super moyen à la fois d'être pleinement créatif parce que tu crées vraiment ce qui te plaît et aussi de rencontrer des prestataires dans ta région, que ce soit des photographes, des maquilleurs, coiffeurs, un peu tout ce qui gravite autour du mariage. Donc toi, effectivement, c'est vraiment cette stratégie que tu as eue. Et effectivement, de centraliser ça dans le sud pour que tu reçoives plus de demandes là-bas. Ok. Et il y a aussi 2 autres facteurs qui ont fait que, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une très grosse évolution. Alors, la première, ça a été. Comment t'expliquer simplement, ça a été au niveau des shootings inspi. Mais du coup, j'avais commencé à t'expliquer le processus au niveau des shootings inspi. Mais il s'est passé une grosse étape en amont. C'est. Comme on en a parlé, je faisais des shootings, j'ai fait mes premiers mariages et autres. Sauf qu'à l'époque, je pouvais me positionner à dire que j'étais uniquement vidéaste de mariage de façon globale, générique et autres. Et moi, je voulais aller un peu plus loin dans mon approche en tant que vidéaste. Et tu sais, tu as un mot qui revient assez souvent dans la sphère du mariage, c'est le mot fine art. Donc le mot fine art, quand tu n'es pas dedans, qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi ça et moi, à mes débuts, je comprenais pas le concept, je comprenais pas, qu'est-ce que vous me racontez et du coup, tu avais Moody et tu avais fine art. Donc le Moody, pour ceux qui savent, qui ne connaissent pas trop, c'est je ne prendrai même pas le risque au final de le définir, mais en termes de tonalité purement couleur, on était dans les tons assez chauds, on n'avait pas forcément les couleurs naturelles. On était plutôt dans cette sphère-là, tandis que sur le fine art, on était sur les tons très lumineux, très pastels, parfois colorés. On était vraiment,
c'était le jour et la nuit. Donc moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment je peux faire ça en vidéo? Et j'y arrivais pas, je ne comprenais pas. Donc après, à terme, j'ai compris qu'il y avait un gros travail colorimétrique à faire. Et puis une bonne compréhension de la lumière. Mais pour avoir cette compréhension de la lumière et ce travail colorimétrique, simplement, j'ai fait un workshop. Donc j'ai fait un workshop qui, à la base, était destiné pour photographes. Donc je suis allé en tant que photographe au workshop, alors je suis vidéaste. Et c'est là que j'ai compris les notions, j'ai enfin compris l'idée, qu'est-ce que c'était et pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Donc ça m'a permis d'avoir une première approche. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, c'est là où j'ai eu un pseudo-hack, on peut appeler ça comme on veut. C'est que du coup, je suis venu comme tout le monde en tant que photographe, sauf que j'étais vidéaste. Ce qui a fait que j'ai pris mes photos comme tout le monde. Donc j'avais des super belles photos, j'étais content et enfin. Sauf que le fait que je sois vidéaste, ça me démangeait de quand même filmer. Donc forcément, j'ai pris des bouts de rush, des bouts de vidéo par-ci et par-là, sans forcément savoir ce que j'allais en faire plus tard. Parce que pareil, sur le workshop, il y avait déjà des vidéastes, c'était des Allemands qui étaient déjà positionnés. Ils faisaient un travail top. Et je me suis dit, de toute façon, ils vont déjà faire une vidéo. J'aurais pas mes belles images, tout mon setup et tout, donc ça sert à rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ce workshop a eu lieu en 2021. Donc en 2022, je crois que c'était en février 2022. Si je dis, voilà, c'était en février 2022. Et en fait, il y avait un soir, je m'ennuyais un petit peu. Et c'est là qu'au final, je me suis dit, bon, allez, je vais me faire un petit montage sympa, des bouts de rush que j'avais. Donc j'essayais de bricoler quelque chose qui était sympa. Et en fait, je l'ai posté le soir. Je crois qu'il était 23h30, 23h35. C'est ça. 23h35. C'est pas. C'est précis, mais je m'en souviens. C'est très précis, ouais. Je m'en souviens toujours. Et en fait, je l'ai publié. Et le lendemain matin, j'ai eu une rafale de messages. Enfin, une rafale de notifications. Donc, le compte Instagram que j'avais déjà créé avec mes premières créations, forcément, j'ai énormément d'interactions. Beaucoup de personnes au final ont aimé la vidéo. Ils me disent c'est super et tout, je peux la repartager, je peux me l'envoyer, je peux la repartager, reposter et autres. Et puis toujours dans ce même timing-là, en fait, les vidéastes du workshop n'avaient pas encore publié la vidéo globale générale du shoot. Okay. Donc, ce qui fait que j'étais la seule personne qui sortait des fragments vidéo. Ouais, c'est ça, que les gens ont repartagé tout de suite. Alors que toutes les photos de ce workshop-là ont été incroyables, ont été super belles. Il n'y avait pas encore de support vidéo. Donc, indirectement, j'étais le premier, j'étais très early là-dessus. Ce qui a fait que j'ai pris le pseudo-monopole de la globalité. Au final, tout le monde a repartagé. Sur ce workshop, on était une bonne vingtaine. Tu avais une dizaine de photographes, une dizaine de fleuristes, plus tout le staff et autres. Du coup, il y avait vraiment pas mal de monde. Ce qui a fait que la vidéo, elle a tourné avec tout dans l'industrie finale du mariage. Donc, j'ai eu un gros pic à ce moment-là. Donc, ça a été cool. Et en fait, la même année, j'ai enchaîné le shooting. Donc, pareil, pour donner un ordre d'idée pour les personnes qui ne connaissent pas trop, généralement, quand on est prestataire de mariage, on fait entre 1 et 3 shootings dans l'année. Si on se donne les moyens, si on les détermine, on en fait 3. Et déjà, si on veut en faire, parce que c'est vrai que c'est aussi un état d'esprit, mais tu vois, je sais qu'il y en a qui veulent pas, parce que en fait, les shootings d'inspiration, c'est du temps qu'on va passer sur un travail sur lequel on n'est pas payé. C'est ça. Donc, c'est un investissement. C'est aussi avoir Voilà, exactement, il faut voir ça comme un investissement sur le long terme où on crée des relations, on crée des images. C'est ça. Mais effectivement, tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Et toi, effectivement, tu as voilà. cet état d'esprit. Et pour donner un ordre d'idée, donc normalement, on en fait 1 ou 3. Et moi, cette même année, j'en ai fait 17. Donc, voilà, t'as bombardé. C'est ça. À la base, je ne devais pas en faire autant. Ce qui est énorme, 17 c'est limite une saison complète de mariage, mais toi juste sur des shootings d'inspiration, donc c'est assez incroyable pour le coup. Ouais. Et ce qui fait que en fait, pendant une période entre la pré-saison, donc la saison généralement elle commence vers le mois d'avril, jusqu'à décembre en fait, entre la pré-saison et pendant la saison, au final, je ne vais pas dire que j'ai un monopole, mais mon nom, du moins mon travail, tournait en boucle. Parce qu'il y avait, il y avait déjà cette vidéo-là qui tournait déjà un peu avant. Donc, comme je disais, en termes de timing, on était en février. Donc, ça tournait encore pendant un mois et demi. Et après, à partir d'avril, généralement, c'est là où on commence les premiers shootings à inspi et autres pour la suite communiquer tout au long de l'année et autres. Et comme je dis, du coup, j'en ai fait 17. Donc, j'en avais un toutes les semaines quasiment, voire 2 fois par semaine. Ce qui faisait que, tu sais, au final, dans le milieu, le milieu est grand comme petit en même temps.
Ce qui fait que entre planeurs, ils voyaient tout le temps en permanence le même nom, le même travail. Et ainsi de suite, en fait. Et en fait, pendant plusieurs mois, il n'y avait que ça. Donc, ce qui fait que tu es devenu un peu incontournable dans l'esprit des gens. En fait, tu voyais, tu t'apparaissais tout le temps dans les publications. Exactement. Du coup, c'est intéressant comme stratégie. Ça a permis aux personnes de vraiment déjà reconnaître ma patte au final. Parce que du coup, il y avait j'ai mon style, donc forcément, je pense qu'à terme, tu es capable de le différencier d'une personne à une autre. Et puis voilà, et ce qui m'a permis au final de créer pas mal de liens et surtout d'énormément apprendre au final. Parce que le fait de faire 17 shootings, tu peux te permettre de tester des choses, tu sais ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. Exactement. Et ainsi de suite. Et en parallèle, j'avais aussi ma saison qui s'est lancée. Hein. Donc j'ai eu 17 shootings inscrits, plus une dizaine de mariages, je crois. Donc énormément de matière, énormément de boulot. Et au final, j'ai beaucoup appris. Et ce qui me permet de faire mes erreurs et tout, savoir ça fonctionne, pas trop, et autres. Et voilà, ce qui me permet d'avoir l'évolution que j'ai actuellement. C'est de faire beaucoup d'erreurs très rapidement, dans un temps très, très condensé. Et en parallèle, montrer de quoi j'étais capable, parce qu'au final, ça permet de montrer ça pendant le shooting. Donc voilà, hyper intéressant. Ouais, c'est cool parce que, comme tu dis, en fait, pour revenir sur le shooting d'inspiration, l'autre avantage, c'est qu'effectivement, tu peux tester des choses. Et en fait, l'intérêt des shootings d'inspiration, c'est que voilà, tu peux te permettre d'échouer ou de faire des choses moins bien. Et après, par la suite, pour les améliorer pour des vrais mariages. Mais ouais, non, hyper intéressant de vraiment avoir focalisé ta stratégie au départ sur les shootings d'inspiration pour rencontrer du monde, pour affiner aussi ta patte artistique. Et après, juste pour revenir sur ce que tu disais un peu avant, où tu disais, tu parlais un peu de la partie un peu moody et fine art, qui sont un peu des approches dans l'univers du mariage. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'approche éditoriale. C'est ça. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque approche envoie un message particulier. Et toi, quand tu disais fine art, tu voulais peut-être un peu plus découvrir ça parce que dans l'imaginaire qu'on se fait du fine art, c'est effectivement quelque chose de lumineux, qui est très lisse, qui est très joli visuellement. Et forcément, ça renvoie à une image plus haut de gamme, plus élégante. Et toi, c'était aussi ta stratégie de se dire je vais essayer de partir sur une approche qui se veut plus fine art parce que ça peut me permettre d'aller chercher des trucs plus haut de gamme. C'était ça aussi que tu t'étais dit à ce moment-là? Exactement. Donc je m'étais dit ça à ce niveau-là. Mais c'était aussi surtout pour cette compréhension. En final, ça s'est fait presque indirectement parce que je n'avais pas forcément conscience de cette sphère assez haut de gamme. C'était surtout comprendre les codes, le comment, du pourquoi. Parce qu'au final, pour moi, je sortais d'un milieu qui était totalement différent. Au final, je venais de la mode, donc la mode, j'ai compris à peu près les codes et les principes et tout ce que tu veux. Mais pour du mariage, tu te dis, certaines personnes font ci, certaines personnes font ça. Et surtout qu'en fait, moi, là où j'ai pris mes principales sources d'inspiration, de création et autres, c'est plutôt dans la sphère moody. Donc, du coup, pour moi, dans ma tête, vu le mariage, c'était que du moody. C'était pas forcément fine art, tu vois. Donc, c'est plus de me dire, mais il y a encore autre chose qui existe et surtout comprendre c'est quoi. Et au final, à la suite de ça, je comprends qu'il y a aussi tout cet aspect très luxe, très haut de gamme qui vient en conséquence. Parce qu'au final, l'aspect fine art, c'est une grosse connotation plutôt orientée haut de gamme, luxe et autres. Exactement. Donc, au final, ça a été une pierre deux coups. Donc, c'était pas plus mal. Trop bien. Ok. Ça va faire la transition un peu sur, petit à petit sur ton évolution et ce que tu fais actuellement. Donc, effectivement, en très peu de temps, tu as hyper évolué dans l'industrie du mariage. Aujourd'hui, tu fais des mariages haut de gamme, mais ça, effectivement, on en reparlera juste après. Je voulais juste, avant qu'on fasse une petite pause avec un petit jeu que je fais souvent dans le podcast. C'est un jeu qui s'appelle Si tu dois choisir. Okay. Et en fait, je vais te poser 3-4 questions avec un petit dilemme et tu vas devoir me répondre de manière assez instinctive. Okay. Donc la première, c'est
Si tu dois choisir un pays dans lequel tu voudrais aller filmer un mariage, ce serait lequel? États-Unis. Ok. Pourquoi? Eh ben, à l'américaine, tout est waouh, tout est impressionnant. Ouais. Et il y a un vidéaste en question que j'ai en tête, et il s'appelle Ray Raymond, et il fait des vidéos, elles sont incroyables. Donc, j'attends Ouais, pour rien ça. que pour ça. Ouais. Rien que pour ça. C'est vrai que les États-Unis, d'autant plus dans l'univers du mariage, ils sont vraiment précurseurs surtout sur. Et ils ont un niveau sur les... qui est exceptionnel. Enfin, certains vidéastes Ouais. ont un niveau exceptionnel. Le mariage, on dirait un film qu'on voit à la télé. C'est simple. Ouais, c'est clair. C'est les fragments qu'on voit dans Netflix, où ils organisent le mariage et autres. C'est exactement ça. Tu te dis, ok, il y a un vrai gap. Ouais, tu sens que c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait justement chez les vidéastes anglophones aux États-Unis, puisque effectivement, ouais, tu sens que ils ont un petit coup d'avance sur nous en France, donc ouais, c'est intéressant d'aller voir. Et puis c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a de quoi faire aussi en termes de paysage. Ok, trop bien. Justement, dans la même logique, si tu dois choisir un lieu, donc un domaine de réception, un château, vraiment où tu voudrais faire un film de mariage, ce serait lequel? Je sais pas si tu as des idées. Que j'ai pas encore fait. Là, le premier qui m'est venu en tête, c'était Ah non, j'ai un doute maintenant. Le premier qui m'est venu en tête, c'est la Villa Efrussi. Ok. Mais maintenant, là... C'est sur le lac de Côme? Non, alors du coup, en deuxième, lac de Côme, mais la Villa Efrussi, elle est à Nice. Ah oui, ok. C'est C'est vrai. Monaco. Ok. Donc, Cool. et tu as notamment celle-ci à côté, au niveau du lac de Côme, qui est du coup... Ah mais non, c'est celle-ci, la Villa Balbiano. C'est celle-ci qu'il me faut. Non, c'est celle-ci, j'ai hâte de la faire au moins une fois. Ouais, ça viendra. Trop cool. Parfait. T'en as parlé un petit peu au début, mais on va voir ce que tu vas me répondre. Mais si tu dois choisir un ou une vidéaste de mariage qui t'inspire, ce serait qui? Du coup, Ray Raymond qui est aux États-Unis et maintenant dans la scène française. Qui m'inspire, t'as Chromata. Chromata Film, un niveau exceptionnel. Donc, il y a une ADN, tu sens qu'il y a une ADN française, donc c'est cool, mais pareil, ses productions. Ouais. Nickel. C'est top. Ouais. Ça pour le coup, ouais, c'est intéressant. On essaiera de mettre les liens pour que vous voyez, mais ouais, effectivement, ça c'est des vidéastes. En l'occurrence Chromata, donc qui est français, si je dis pas de bêtises, mais ouais, effectivement, qui sont sur des sphères très haut de gamme, très très luxe, donc forcément dans des lieux sublimes. Donc c'est très donc inspirant, c'est forcément beau, plus inspirant. Tout est nickel, la belle lumière au bon moment, les bons timings. C'est sûr. Tu te dis waouh, c'est de la folie. Ok, trop bien. Donc à la fois inspiration américaine et inspiration française, trop cool. Et dernière question, si tu dois choisir un projet, alors après ça peut être dans le mariage ou pas forcément, mais un projet vidéo que tu voudrais vraiment réaliser, est-ce que tu aurais une idée, ce serait lequel? Alors, excuse-moi, je te fais répéter la question, uniquement dans la sphère mariage ou en général? Non, pas forcément. Vraiment un projet lié avec la vidéo, mais voilà, qui te plairait de... Pour l'instant, uniquement dans la sphère mariage, donc on a un petit peu échangé, j'envisage un petit podcast, plutôt dans l'échange. Pourquoi un podcast? Parce que pareil, quand je voulais me lancer, pour prendre de l'information, comprendre, et dans cette nouvelle bulle, cette nouvelle sphère, nouvelle industrie, au final, tu n'as pas de formation, il n'y a personne qui va t'apprendre à faire les choses, et les informations, tu vas les chercher de toi-même. Et je sais que le processus par le podcast est ultra intéressant parce que tu peux apprendre énormément de choses. Et au final, mon but, c'est plus ou moins d'apporter ce qui m'a manqué moi à mes débuts pour me lancer. Donc, comment se lancer plus ou moins, qu'est-ce qu'on doit savoir, comment tisser un lien plus approfondi avec d'autres prestataires. Vraiment, tout ce lien-là, ça serait plutôt centré là-dessus. Pour combler un manque que moi personnellement j'ai eu quand j'ai voulu me lancer et surtout pas attendre des années avant d'avoir un niveau qui permet de te faire plaisir et plutôt l'avoir de façon plus accessible. Ouais, de façon accélérée. C'est ça, en quelques mois, quelques semaines, quelques mois, tout est relatif,
Mais voilà, surtout ne pas avoir ce facteur année pour avoir toute cette ressource. Trop bien. Bah, c'est vrai que pour ça, le format de podcast, il est cool parce que tu peux le faire toi-même en donner des conseils, mais aussi aller à la rencontre de gens comme on fait en ce moment pour justement discuter aussi sur le parcours de chacun. Donc ouais, non, c'est cool. Trop bien. Bah écoute, parfait. T'as répondu parfaitement à ces 4 petites questions. Donc super, ça a été fluide. Sur ce, ouais, on va arriver un peu à la dernière partie du podcast en parlant un peu de ton évolution que tu as eue depuis que tu t'es lancé et après aussi peut-être de tes objectifs que tu auras à l'avenir. Donc effectivement, ouais, toi aujourd'hui, donc là on est en tout début mai de 2024 à l'heure où on enregistre cet épisode, donc j'imagine que tu es en pleine préparation de ta saison de mariage. C'est ça. Donc ouais, est-ce que toi d'ores et déjà sur la saison à venir, tu vois une évolution par rapport à tes débuts au niveau du type de clientèle que tu arrives à viser, au niveau des lieux que tu fais, des prestataires avec qui tu travailles? Est-ce que effectivement tu sens qu'en 2024 il y a encore un gap qui va être effectué? Oui. Donc oui, il y a un vrai gap entre du coup mes premières saisons et celle-ci. Le gap principal, ça va être surtout au niveau de la clientèle, puisque du coup maintenant j'ai accès à une clientèle entre guillemets un peu plus haut de gamme. Donc simplement le budget au niveau des... simplement, on va regarder un élément clé, c'est que le budget au niveau du mariage va être plus conséquent. On va peut-être passer du simple au double, voire au triple. J'ai déjà eu ça l'année dernière. Cette année, je crois que c'est à peu près pareil. Bon, je ne les ai pas encore vus, donc je ne me rends pas encore compte. Mais on est à peu près sur la même approche. Donc rien que par rapport à ce facteur-là, ça te permet déjà des plus belles images au final, parce que du coup, les lieux sont plus impressionnants. Tu as accès à une clientèle aussi qui sait ce qu'elle veut. Donc forcément, ils te choisissent aussi plus par rapport à ton style, par rapport à ton mood et ton état d'esprit. Donc ils te font 100% confiance. Donc déjà, c'est une pression qu'on a en moins. On peut être vraiment à 100% authentique et se lâcher, se faire plaisir. Et au final, c'est ce qu'ils veulent les mariés. Donc déjà, tu sais que tes films, déjà, ils vont être plus sympas. Et tu vas aussi accéder à une équipe qui va être au top. Parce que plus tu évolues, plus au final, cette sphère se resserre, du moins entre guillemets, les meilleurs prestataires. Cette bulle-là, elle se resserre progressivement. Donc, ce qui fait que tu collabores de plus en plus avec les meilleurs fleuristes, les meilleurs photographes, les meilleurs traiteurs. Ça, c'est pas significatif, mais au final, cette bulle où là, tu as cet aspect purement créatif, visuel qui est sympa et autres se resserre. Et donc, du coup, forcément, entre personnes qui sont compétentes, qui se tirent vers le haut, au final, tu te fais de plus en plus plaisir déjà, parce que du coup, le lieu et autres, tu as des plus belles images. Et, excuse-moi. Et aussi au niveau planeur, au final, tu vas avoir des planeurs de meilleure qualité, ce qui va te permettre aussi d'avoir une logistique qui va être ultra fluide. Tu vas avoir toutes les informations et à ce moment-là, en fait, ça te laisse la part de purement créative. Donc, en fait, tu vas plus forcément, entre guillemets, subir ton mariage. Tu vas plus être en mode exécution robot, faut que tu aies les images. Tu vas pouvoir avoir ça et en plus, tu vas t'offrir le luxe d'aller chercher des choses plus créatives, des tests que finalement tu pourrais faire en shooting, tu vas pouvoir faire dans des vraies conditions de mariage. Et là, ce ne sera pas faux, entre guillemets. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais c'est un shooting, donc c'est faux, etc., c'est pas possible. Alors que non. Si tu es dans les bonnes conditions, ça t'offre cette possibilité-là. Et là tu as un vrai gap à ce niveau-là, où du coup, la sphère globale du mariage prend une autre dimension. Donc moi, la principale dimension que je ressens, c'est vraiment tous ces points-là. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de cercle vertueux finalement, de se dire, effectivement, plus tu montes en gamme, plus tu as accès à des prestations qui sont top de par les personnes avec qui tu as travaillé, les domaines dans lesquels tu vas, même auprès de la clientèle qui, malgré ce qu'on peut penser des fois dans les fausses croyances, n'est pas forcément plus exigeante. C'est juste qu'ils te font confiance. Donc ouais, forcément, c'est hyper intéressant. Et donc toi, à l'heure actuelle, cette clientèle-là, donc, qui est de plus en plus haut de gamme, est-ce que c'est une clientèle qui reste majoritairement française? Est-ce qu'elle est de plus en plus internationale? Comment ça se répartit? Alors moi, ma clientèle est principalement étrangère.
Donc, Ok. j'ai très peu de... Voilà, une des évolutions, plus j'en évolue, moins j'ai une clientèle française. Donc ça, forcément, Ouais. ça s'explique dans la logique purement au niveau pricing et autres par Mm. rapport à la culture française. Ouais. Mais du coup, actuellement, non, j'ai que des étrangers, principalement des Américains. J'ai de temps en temps des Néerlandais et Américains, Néerlandais. Et du coup, la clientèle suisse. Donc les seules clientèles francophones que j'ai, du coup, va être la clientèle suisse. Ok. Ouais. Et puis sinon, quand c'est des Français, enfin, quand j'ai un petit peu de Français, ce sont des Français expatriés. Donc expatriés Ok. Ouais. dans d'autres Ou des pays. couples mixtes. C'est Ouais. ça, exactement. Ou des couples Ouais. mixtes. Mais du coup, Ouais. vraiment, on va dire sur 15 mariages, je vais en avoir 2 ou 3, tu vois. Sinon, le reste, Ouais. ça va être full étranger, donc soit US, soit la clientèle suisse. Ouais, c'est intéressant. Et justement, par rapport à ce switch que tu as pu faire, parce que j'imagine que dès tes débuts, c'était une clientèle principalement française. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait aussi que petit à petit, tu es passé sur une clientèle internationale? Est-ce que c'est un travail au niveau de ta communication? Est-ce que c'est au niveau des rencontres que tu as fait? Ouais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ta clientèle elle est purement Je étrangère? pense que là où j'ai eu un switch, c'était du coup forcément avec les photographes avec qui j'ai collaboré, qui Ouais, eux avaient déjà une bonne base clientèle américaine. ok. Donc Ouais, comme je bossais de plus en plus avec ce genre de photographe, qui a fait que moi aussi de plus en plus au niveau de mon rendu visuel et mes images, j'avais du coup de l'anglophone. Mm. Donc ça m'a permis d'avoir cette transition-là. Et je pense aussi l'un de mes critères que j'ai travaillé moi personnellement tout seul, c'est au niveau de mon editing et ma façon de créer mes images et autres, d'avoir ce côté très américain. J'essaye au maximum au final de me rapprocher de cette sphère, enfin perception plutôt, vraiment film à l'américaine, comme on peut dire. Et je pense que ça, au final, tout naturellement ou inconsciemment, donne cette perception OK américain ou OK Ouais, et autres. Et ce qui fait que la clientèle, au final, américaine se reconnaît totalement dans ce type d'image et dans ce style, qui du coup, je tends de plus en plus à une clientèle américaine, mais qui est aussi en parallèle, pour une clientèle purement française ou francophone ou autre, donne cette perception de OK, je suis français, mais je peux avoir un style de mariage avec, entre guillemets, un peu plus à l'américaine ou ce genre de choses. Donc, ce qui me mm. permet d'être presque sur les deux tableaux et quand c'est un français enfin, une personne anglophone qui voit ce type d'image, je me dis, ah ok, même si je suis français ou je suis anglophone, je peux avoir ce type d'image. Ou si c'est un américain qui se dit, ah ok, il a compris nos codes et ça va être Ouais, nickel, ça va rouler. Et le second détail qui va aussi entrer en jeu, c'est comme on est français, l'art à la française, et donc forcément, ça joue, ouais. Ouais, c'est ça sûr. joue énormément à l'étranger. L'une des réputations qu'on a en tant que Français, c'est qu'on on est sensible aux détails, à l'émotion et Mm. autres. C'est ce que j'en parlais au tout début, surtout l'aspect émotionnel. Et moi, c'est ce qui me touche de plus en plus, du moins à l'heure actuelle. Je peux me permettre de me mettre dans des conditions de plus en plus favorables pour capturer ce genre, le plein potentiel au niveau des émotions. Et ce qui fait que l'effet de contraste entre les deux, il me permet d'avoir des images qui sont presque uniques et différentes des autres. Parce que du coup, j'essaie vraiment de maximiser vraiment ces deux côtés pour avoir des belles images. Et surtout des beaux films. Ouais. Et toi, c'est quoi l'avantage majeur que tu vois à travailler avec une clientèle étrangère par rapport notamment à une clientèle française? Qu'est-ce qui te dit qui fait, enfin, voilà, qu'est-ce qui fait pour toi que tu préfères peut-être travailler avec cette clientèle étrangère aujourd'hui? C'est une bonne question. La première chose qui me rentre en tête, ils ne sont pas prises de tête. Donc Ok. ils se prennent pas la tête. La mentalité est différente Ouais, peut-être. la mentalité, ouais, voilà, au final c'est ça. La mentalité est tellement différente que c'est un réel plaisir d'être avec une clientèle avec une clientèle étrangère, et que surtout au final pendant la période en période de saison, t'as presque plus l'impression de vivre en France ou d'être français ou tout ce que tu veux, parce qu'en fait t'es baigné avec une mentalité 100% étrangère.
Et tu as plus ce côté purement français à 100%. Ce qui fait que ça veut dire que c'est très agréable. Enfin, ça change. Enfin, j'ai toujours voulu aussi voyager. Donc, du Ouais. coup, tu voyages sans voyager. Donc, tu reviens. On est dans notre super beau pays. Tu reviens toujours chez toi. Mais C'est d'autres cultures qui viennent à c'est nous, ouais. ça. Ouais, c'est cool. Et c'est ultra agréable d'être avec des cultures différentes. Moi, ça m'a toujours inspiré. Ouais. Les cultures étrangères et autres. Ce qui fait que ouais, dès que tu as une culture différente, c'est le top. C'est le top. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, euh, et puis effectivement, moi, de l'expérience personnelle en développant aussi justement des mariages auprès d'une clientèle internationale, c'est aussi la mentalité et la différence culturelle, mais aussi la mentalité effectivement en termes de liaison par rapport au mariage. C'est vrai Mm. que notamment la clientèle américaine, ils n'ont pas du tout la même mentalité qu'une clientèle française par rapport au mariage. C'est quelque chose qui est très important pour eux, Ouais. pour lequel ils n'hésitent pas non plus à investir de l'argent pour que les choses soient bien. Et vraiment, ouais, ils voient ça comme un moment enfin voilà, pour se retrouver vraiment. Et ouais, je trouve qu'il y a aussi une différence au niveau de la mentalité liée au mariage et forcément une mentalité aussi qui est différente au niveau du prix qu'ils sont prêts à Eh mettre. oui. Et forcément, nous en tant que prestataires, j'ai l'impression que c'est plus intéressant si on veut essayer d'aller chercher des mariages plus intéressants voilà, en termes d'esthétique, de domaine, etc., avec une clientèle étrangère plutôt qu'une clientèle française, C'est ça. où effectivement il y a un rapport à l'argent qui est toujours plus Eh oui, compliqué. c'est. Ça, ça, on, C'est un. ça, on changera pas. Voilà, ça ne changera pas. Et comme tu as dit, au final, c'est purement culturel, tu vois. Ouais. Les budgets que les étrangers vont mettre dans leur mariage en comparaison des Français, c'est démesuré. C'est pour ça qu'on passe du simple au double, voire le triple. Ce qui fait que, bah, au final, ouais, dans le rendu, dans la scène globale, tout est différent. Et puis, rien que l'aspect budget te permet, en tout cas, de développer plus de moyens. Tu vois, moi, maintenant, sur mes Mm. mariages, ça devient rare où je viens tout seul. Ouais. Généralement, maintenant, le mariage, on est toujours minimum 2, voire 3. Bon, j'ai pas encore essayé 4. Mais rien que le fait d'avoir 4 prestataires dédiés uniquement à la vidéo, en fait, ça te permet vraiment de vraiment avoir ce rendu purement cinéma plus, Ouais. où tu peux avoir toutes tes variations d'angle de vue, donc large et plan serré, sans tricher en post-production, je zoome ou je dézoome ou tout ce que tu veux, tu l'as vraiment insane. Et tu peux les avoir en même temps. Donc moi je sais qu'il y a un truc que j'aime de plus en plus faire dès que c'est envisageable et possible, c'est les entrées de cérémonie, avoir mon plan large, donc le point de vue drone, avoir un plan et pouvoir jouer sur des plans serrés, donc rien que pour captiver l'ensemble des émotions. Tu as vraiment les plans Ouais. serrés sur les visages et puis l'entrée de la mariée avec un plan moyen Ouais, c'est qui est ça. top. Ouais. Mais rien que le fait d'avoir ce luxe, d'avoir ces 3 plans en même temps, en simultané, et vraiment de choisir, ok, regarde ce qui se passe, tu as une super belle cérémonie, tout est beau, tout est waouh, et d'avoir des plans serrés, surtout, et avoir toutes les émotions à cet instant-là, en même Mm. temps, c'est de la folie. Alors que quand tu es sur des budgets moins onéreux, t'as pas forcément cette possibilité-là d'avoir autant de personnes dans ton équipe et c'est-à-dire forcément tu passes à côté de certaines émotions, à côté de Ouais. certaines choses. Quand tu es tout seul, généralement, c'est soit le marié, soit la mariée. C'est pas les deux en même temps, sinon tu fais ça et ça va pas, c'est pas cinématographique. Si t'es deux, bah, éventuellement t'optimises tes possibilités, mais c'est pas forcément sûr. Tu peux potentiellement, par exemple, rater le papa qui verse sa larme, tu vois. Ça, Ouais, exact. ça, Ouais. je l'ai de plus en plus maintenant, où la réaction des parents, elle prend une autre dimension. C'est vraiment ultra fort, où tu as les mariés, où déjà tu es dans une bulle et une sphère déjà qui t'est imprégné de l'émotion et autres, mais quand tu as le papa ou la maman généralement, ils sont ultra discrets. Ils essayent de ne pas le montrer, mais que tu as quand même réussi à l'avoir, tu te dis waouh, ok, là c'est sympa. Et tu sais que ce genre de choses, avant, je ne pouvais pas l'avoir. Avant, j'étais obligé de me focus sur un ou deux éléments au maximum, mais je ne Mm. pouvais pas avoir cette vue-là omnisciente au final de l'événement. Et non, non, ça, c'est vraiment un réel plaisir d'être vraiment être à 100% dans ces émotions-là. Et moi, en vrai, c'est ce qui me fait le plus tripper actuellement. C'est vraiment Ouais. être
en plein dedans, plein dans les émotions, et puis contrebalancer direct avec un aspect ultra créatif. Ça me fait ultra plaisir, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui est intéressant dès que tu commences aussi à rentrer dans du haut de gamme, où forcément tu peux te permettre d'aller chercher des budgets plus intéressants. C'est qu'en fait, tu t'offres la possibilité d'avoir un rendu plus abouti en t'entourant. Et forcément, ça rend le jour des mariages que plus agréable, parce que tu sais que si toi, tu peux pas être effectivement à un endroit, tu vas avoir ton second shooter, ton assistant qui va pouvoir prendre ce plan-là. Donc, tu es aussi rassuré par rapport à ça. Et forcément, c'est vrai qu'une journée de mariage, pour ceux qui découvrent, c'est des journées avec beaucoup de pression, mentale, parce que c'est des scènes qu'on peut pas refaire. Donc si on se craque, on se craque, quoi. C'est mort. Et forcément, quand tu sais que tu as quelqu'un en backup qui est là avec toi, ou même, comme tu dis, une troisième, voire une quatrième personne, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est trop bien d'avoir pu effectivement parler de ça aussi, des avantages par rapport aussi à la partie haut de gamme. Trop cool. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Ça fait au moins une bonne heure qu'on discute, donc c'est cool. Moi, je voulais juste avant de terminer, avoir aussi ta vision sur toi, ce que tu envisageais, par exemple, pour les prochaines années. Voilà, par exemple, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois en tant que vidéaste de mariage? Est-ce que tu aimerais bien continuer à évoluer au niveau de la clientèle que tu vises, peut-être partir à l'étranger? Est-ce que tu as des idées précises par rapport à tout ça? À peu près. C'est sûr que moi, dans 5 ans, c'est vrai que j'ai pas forcément planifié 5 ans, mais 5 ans, c'est peut-être long. C'est vraiment ces clientèles internationales. C'est vraiment l'un de mes objectifs, c'est de faire mes premiers mariages aux US. Et avec une ampleur aussi importante que j'ai déjà connue en France. Donc vraiment, je pense que l'un de mes objectifs, c'est, comme le vidéaste que j'ai cité avant, Ray Raymond, d'avoir des mariages de fou malade. Enfin, au moins en faire un. Au moins en faire un, puisque la clientèle, je ne sais pas aussi si je vais forcément l'apprécier, parce qu'on entend de tout à ce niveau-là. Mais avoir vraiment un beau mariage presque opulent, en termes de déco et de scéno, juste au moins pour le trip de faire des choses de ouf. Et après, je pense que principalement ça va être ça, et puis voyager de plus en plus. Je sais que là j'ai l'occasion de faire de plus en plus de mariages à l'étranger, donc ça c'est cool. L'année dernière j'en ai eu deux, non, si, l'année dernière j'en ai eu deux, j'ai eu Marrakech et j'ai eu la Suisse, donc Genève. Et à terme, j'espère en avoir de plus en plus aussi à l'étranger. Parce qu'au final, trop bien. Voyager, trop cool. Ça faisait partie aussi des critères qui m'ont ultra motivé à être vidéaste de mariage. Parce qu'au final, les mariés, quand ils savent ce qu'ils veulent, qu'importe limite la situation géographique, s'ils ont décidé qu'ils te voulaient toi, ils t'auront toi. Et donc du coup, tout est mis en œuvre pour. Donc voilà, c'est ce côté voyager qui me ferait bien plaisir. L'Italie et autres, ça pourrait être cool. Il y a des choses sympas à faire, c'est sûr. Trop cool. Écoute, merci à toi. En vrai, c'était top d'avoir pu échanger avec toi sur ton parcours, ton évolution, ta vision aussi de la vidéo de mariage. Donc, merci beaucoup, Manu. C'était top de pouvoir t'avoir sur le podcast. Dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup on peut me retrouver directement sur Instagram. Donc, mon Instagram, Emmanuel-Amou-wedding. C'est un peu long, mais il y a tout dessus. Ou simplement taper mon nom sur Google, Emmanuel Amou, vous allez trouver directement mon site internet ou les différents supports et maybe le podcast ou toutes les déclinaisons qu'il y aura avec à terme. On ne sait pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, écouter ce podcast, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront faites d'ici là. Trop bien. Dans tous les cas, on mettra tous les liens nécessaires en description de la vidéo. Comme ça, ils pourront aller voir ton travail dont on a parlé tout au long de l'épisode. Donc trop cool. Merci à toi, Emmanuel. Et puis je conclus effectivement l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes de cette série qui lie à la fois
le côté vidéaste avec Wedding Film Club, où je pars à la rencontre de vidéastes dédiés dans les films de mariage. Donc si vous voulez vraiment aussi avoir plus de conseils dans cette industrie qui est vraiment particulière, donc n'hésitez pas à suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. Salut Manu, merci encore et puis on se voit bientôt. Allez, ciao. Ciao.